retrouver dans un instant l'anthropologue Michel Agier, directeur de recherche à l'IRD, Institut de recherche pour le développement, et à l'EHESS, École des hautes études en sciences sociales, lors d'une rencontre à la librairie Ombre Blanche, mercredi 29 janvier 2025, autour de la parution de son nouvel ouvrage édité au Seuil, Racisme et culture, exploration transnationale. Revenant sur son parcours d'ethnographe en Afrique, en Amérique latine et en France, Michel Agier décrit aussi bien les violences du racisme que les manières dont s'en saisissent ceux et celles qui en sont les sujets et dans le même mouvement relie ses prédécesseurs qui, de Claude Lévi-Strauss à Claudette Guillaumin, de Frantz Fanon à Stuart Hall, ont voulu libérer l'humanité de ce maléfice. Bonne écoute. Bonsoir tout le monde. On est ravis ici à la librairie, dans ces lieux, d'accueillir ce soir Michel Agier pour le livre qui vient de sortir, il y a peu de temps, Racisme et culture, exploration transnationale. Michel Agier, c'est quelqu'un qui est très réputé dans le champ de la discipline anthropologique, mais pas seulement, bien au-delà, qui est un acteur de plusieurs scènes académiques, mais également militantes. C'est quelqu'un qui a un parcours très, très, très impressionnant dans notre milieu, qui était directeur de recherche à l'Institut de recherche pour le développement, également directeur d'études à l'École des hautes études en sciences sociales, et toujours actuellement attaché à ce laboratoire qui est le Centre d'études des mouvements sociaux, qui est l'auteur de plusieurs publications importantes, Gérer les indésirables par exemple chez Flammarion, La condition cosmopolite un peu plus tard, et qui a dirigé aussi, parmi beaucoup d'autres choses, je ne vais pas vous faire la liste parce qu'on y passerait l'heure et donc ça ne serait pas intéressant, mais qui a dirigé aussi avec un collègue Stéphane Lecourant ce livre Babel, qui est une enquête sur la condition migrante très, très intéressante et qui a alimenté aussi une grande part de la réflexion qu'on trouve dans cet ouvrage. Michel, tu as aussi travaillé en Afrique, en Amérique latine, dans des milieux plutôt marginalisés, précarisés, autour des questions de mobilité sociale, de mobilisation culturelle aussi, à partir de formes culturelles dont on aura peut-être à reparler, des espaces d'invention et de créativité comme les carnavals, par exemple. Et puis, tu as enclenché un peu ensuite, c'était vraiment dans un deuxième temps, des travaux sur la question des populations déplacées, les exilés, les réfugiés, les migrants, et puis tout leur lien avec aussi les questions urbaines et le problème de l'installation, la question des camps, bien sûr, et des zones de transit, enfin, etc. Donc, finalement, tes thèmes portent très généralement sur la question de la frontière dans toutes ses déclinaisons, et plus largement sur le cosmopolitisme, on va dire sur l'hospitalité, et puis surtout les phénomènes qui mettent en tension ces objets, d'une certaine façon. Parmi ces phénomènes, il y a évidemment le racisme, qui met en tension ce type d'objet, et d'où ce livre. Et on a envie, je pense, beaucoup de gens en tout cas ont envie d'en savoir toujours un peu plus sur la genèse d'un livre. Et alors ce livre, est-ce que c'est un livre qui vient de loin, puisqu'il est question des premiers terrains aussi, que tu as pu faire? Est-ce qu'il vient de loin et est-ce qu'il a été pensé depuis longtemps, ou est-ce qu'il est d'abord une réponse à une sorte d'actualité, pour ne pas dire à une sorte d'urgence sur la question? Peut-être les deux. Bonsoir. Oui, c'est exactement ça. C'est exactement les deux. C'est-à-dire que je ne saurais pas trop comment le présenter de manière satisfaisante. Il y a évidemment une sorte de préoccupation, d'inquiétude, et tu as évoqué toutes sortes d'engagements. J'appelle ça des concernements ou des inquiétudes. J'ai une anthropologie inquiète, on va dire, qui se préoccupe de l'état du monde et de tout ce qui est tout ce qui ne marche pas, quoi, du point de vue anthropologique, du point de vue comment on fait société, comment on fait commun, communauté, etc. Et donc il y a beaucoup de choses. C'est un terrain inépuisable, évidemment, mais précisément, tu as évoqué deux moments. C'est-à-dire, j'ai eu un moment où j'ai beaucoup circulé en Afrique subsaharienne en y habitant. C'est l'avantage de l'IRD, de l'Institut de recherche pour le développement, de permettre
de pouvoir faire des terrains de longue durée, donc au Togo, au Cameroun. Et ensuite, quand ça a été possible aussi à l'IRD, j'ai voulu aller en Amérique latine, mais je l'ai fait je l'ai voulu ou je l'ai désiré même à partir du Togo. Et donc de lire certains travaux, en particulier d'un photographe, ethnologue, poète qui s'appelait Pierre Verger, qui avait écrit des choses très, très inspirantes sur la circulation, sur le trafic de l'esclavage et tout ce que ça a provoqué comme circulation des personnes, évidemment. 12, environ 12 millions de personnes esclavagisées, en tout cas qui ont été déportées d'Afrique, et environ 10 millions qui sont effectivement arrivés. C'est des chiffres qu'on a maintenant qui sont assez précis. Et en l'occurrence, au Brésil, 6 millions de déportés, 5 millions d'esclavagisés. Et donc, moi, j'étais du côté de ce qu'on appelait autrefois la côte des esclaves, qu'on n'appelle plus la côte des esclaves, bien évidemment. C'est le golfe du Bénin. Mais cette région-là, qui est la région occidentale du Cameroun, le Nigeria, le Bénin et le Togo, jusqu'à une partie du Ghana, et ce lieu qui est l'ancien fort d'Elmina, où sont partis beaucoup d'esclaves sur des bateaux négriers. Et donc, quand j'étais à Lomé, j'ai lu ces travaux de Pierre Verger, qui parlaient à la fois de la violence de l'esclavage et d'une espèce de beauté. Et dans ses mots à lui, c'était encore plus beau, des croyances, des orishas, donc les divinités Yoruba, Fon, etc. Et voilà, j'ai rêvé de faire ce parcours-là, c'est-à-dire d'aller voir de l'autre côté, et donc d'aller voir à Bahia, à Salvador de Bahia, qui après, je le dis comme ça, mais on va dire, d'aller à Bahia avant d'aller au Brésil, quoi. C'est le point d'arrivée, quoi, du trafic de l'esclavage qui m'intéressait. Et c'était au moment où il y avait des recherches qui se faisaient en France, mais beaucoup plus dans le monde anglophone ou lusophone ou hispanophone, sur ce qu'on appelle les études culturelles et les études atlantiques. Et c'est quelques années plus tard, pas très longtemps, quelques années plus tard, que Paul Gilroy a publié le fameux Atlantique noir. Et donc, d'une certaine façon, j'ai voulu traverser l'Atlantique noir. Et aussi, après, plus tard, que j'ai rencontré Chamoiseau, que je vais rencontrer dans quelques jours pour parler réciproquement de nos livres, parce que voilà, il est question du bateau négrier, de l'Atlantique noir, etc. Donc là, en fait, j'ai fait dans le sens où je voulais pas faire, c'est-à-dire j'ai raconté chronologiquement mon départ, mais en fait, après, il y a toute une trajectoire qui a été après ces terrains africains, qui a été pendant de très longues années au Brésil, pendant 7 ans, et puis en Colombie, et puis je suis revenu en France. Et à ce moment-là, j'ai eu un deuxième moment, quoi. Pour moi, c'est toujours la même chose. J'ai eu l'impression de toujours faire la même chose, mais en fait, ça revenait à un deuxième moment du point de vue des terrains, qui a été de retourner en Afrique pour enquêter sur les populations déplacées de la violence, les populations réfugiées. Et d'une certaine façon, c'est la Colombie qui m'a amené, parce que la Colombie, j'y étais pour étudier justement les cultures afro-colombiennes, les héritages, puisque là aussi, il y avait une présence noire très importante en Colombie, qu'on connaît moins. On connaît la présence amérindienne, andine, mais sur les basses terres du littoral pacifique jusqu'au Panama, du Pérou jusqu'au Panama, d'Équateur jusqu'au Panama, il y a une population noire très ancienne et qui vient aussi de l'esclavage, enfin de descendants d'esclavage. Et c'est là aussi que j'ai découvert la guerre interne, la violence interne, comme on dit en Colombie, et les déplacements forcés de population. Et quand je suis rentré en France, c'était pour repartir en Afrique, mais là pour faire des terrains où les choses se sont beaucoup plus annexées avec ce qui se passait en Europe au même moment, puisque c'était sur les réfugiés, les camps de réfugiés, avec ce travail que tu as mentionné sur gérer les indésirables. Puis après, un grand projet collectif que j'ai coordonné qui s'appelait Un monde de camps, où on a essayé de prendre, de brasser le plus largement possible pour essayer de prendre ce que voulait dire aussi du point de vue de la mondialisation, cette multiplication de toutes sortes de camps. Et voilà. Et c'est là, à ce moment-là, dans les débats européens et dans la violence des débats sur les migrations,
que je me suis dit, et là j'en ai confirmation, et on en a confirmation, c'est assez facile avec l'actualité française, que ça n'est pas en soi la question migratoire qui fait problème, c'est ce qui est... D'accord, pardon, merci. C'est pas la question migratoire en elle-même qui fait problème, c'est ce que j'appelle du coup dans le livre une infrapensée raciste qui est là, qui est complètement en permanence et qu'on désigne souvent par des euphémismes quand on dit les migrants, les jeunes de banlieue, les quartiers, etc. On a tout de suite l'image même physique, corporelle de qui on parle. On parle de gens qui sont, comme on dit, racisés, c'est-à-dire on ne parle pas de n'importe quelle personnes en situation de mobilité. On parle de ces migrants-là. C'est pour ça qu'à ce moment-là, je me suis dit, je vais reprendre tout ce que je sais là-dessus, donc depuis ces terrains antérieurs jusqu'à aujourd'hui, pour essayer de voir la place qu'a prise à la fois les effets structurels de période coloniale, impériale et post-coloniale, et la présence dans la mémoire, dans la culture en général, on va dire même, de cette infrapensée raciste qui est présente, dont on a tous hérité. Et donc j'ai essayé de faire ça calmement, tranquillement, du coup moins dans l'urgence, parce que j'ai pris mon temps pour l'écrire par rapport à d'autres textes sur les questions de migrants, par exemple, qui avaient toujours un côté un peu d'attente pour dire quelque chose, pour intervenir. Là, je me suis dit, il faut surtout calmer un peu la réflexion et prendre le temps de la réflexion. Oui, en fait, ça se perçoit dans le livre finalement, puisqu'on a un livre qui est à la fois très fluide en fait, ça se lit très bien, ça se lit quasiment comme un roman, c'est un peu dramatique, mais effectivement, et c'est fluide et c'est dense. C'est un livre, on le comprend aussi quand tu en parles à l'instant, qui est à la fois rétrospectif, enfin, puisque tu reviens sur beaucoup de terrain, mais c'est pas une autobiographie. Pas du tout. C'est à la fois très empirique, donc on a beaucoup de situations que tu décris et de scènes qui sont, pas seulement illustratives, qui sont des leviers de la démonstration en fait, finalement de cette infrapensée raciste, et en même temps un livre qui discute des théories, qui repart d'une littérature assez classique. En fait, il est assez hybride en fait, finalement cet ouvrage un peu à l'image du monde que tu décris, qui est très métissé, très hybridé de plus en plus, et cependant de plus en plus raciste, en fait, ce que tu dis, dans ces discours politiques, dans ces discours médiatiques, et nationalistes, bien évidemment. Et c'est ce paradoxe-là que tu essaies de mettre en lumière, finalement, une société de plus en plus multiculturelle, de plus en plus hybridée, et pourtant toujours aussi, voire davantage encore, un avantage raciste. Et tu donnes à ce paradoxe, d'une certaine façon, plusieurs explications. Tu as expliqué cette infrapensée raciste. Tu utilises des notions aussi comme celle de racisme structurel, et tu mobilises aussi le racisme historique. Est-ce que tu peux revenir un peu sur ces notions ? Je crois que c'est très important pour comprendre comment on résout ce paradoxe ou comment on l'éclaire. Oui, alors effectivement, il y a cette question-là, pourquoi est-ce que ça revient tellement maintenant sur le tapis ? Et je pense que finalement, c'est important aussi que les gens, les intellectuels, les chercheurs, les militants se saisissent de cette question-là, parce qu'effectivement, ça revient, ou en tout cas, ça mérite d'être compris, quoi, de pourquoi et comment ça revient. Alors, je pars d'une discussion, je pars en bon anthropologue, je pars de Lévi-Strauss. Je ne peux pas faire autrement que de partir de Lévi-Strauss, évidemment. Et il se trouve que Lévi-Strauss a écrit, dans les années 50 et au début des années 70, 2 petits essais à la demande de l'UNESCO sur le racisme. C'est le racisme devant la science et à nouveau dans les années 70. Et il a appelé le deuxième ouvrage, qui est de 71, il l'a appelé Race et culture. Et il démontre, voilà, de manière qui maintenant peut paraître, mais je ne suis pas sûr de ce que j'avance, qui peut paraître dépassé, on va dire, il énonce que non, la relation entre race et culture, ça n'est pas
la race qui détermine la culture, c'est au contraire les changements culturels, les changements des modes de vie qui ont transformé les dispositions biologiques. Et il développe ce point-là de manière que je trouve assez intéressante, d'autant plus maintenant qu'on a beaucoup plus, 50 ans plus tard, on a beaucoup plus de moyens en archéologie, par exemple, avec toute la dimension de l'histoire biologique, d'une certaine façon, de l'humanité, où on voit qu'effectivement, depuis Homo sapiens et même avant nous, c'est-à-dire avec Néandertal, il y a eu des hybridations, il y a eu des mélanges, il y a eu des croisements, et donc on s'épuiserait à chercher un jour une quelconque pureté qui existerait avant toutes les autres. Tout a été toujours hybride. Voilà, c'est un peu ça, tout a toujours été hybride. Et le problème de Lévi-Strauss, et je trouve ça touchant vu de maintenant, c'est qu'il arrive à la fin de l'ouvrage, il dit voilà, je vous ai démontré que ce n'est pas le biologique qui détermine la culture, c'est l'inverse. Et puis il dit, et puis tout ça finalement, ça sert à rien parce que ça n'empêche pas les gens d'être racistes. Et ça, c'est vraiment un empêchement de vivre ensemble, c'est de l'idéologie raciste, etc. Pof, fin du livre. Alors je me dis, c'est là qu'il faut commencer. C'est exactement là qu'il faut commencer. Il y a, en outre, il y a un point de désaccord ou d'erreur qui est encore fait dans les discussions, et je le vois dans les discussions que j'ai commencé à avoir autour du livre, c'est qu'on continue de confondre le biologique et la race. Parce que si on dit qu'effectivement les races n'existent pas chez les humains, parce que précisément il y a des mélanges, il y a des continuums génétiques entre lesquels il n'y a pas de frontières possibles. Ça, c'est ce que disent les scientifiques. Et au début des années 70, justement, contemporains de Lévi-Strauss, ça a été dit de manière très claire. Et les scientifiques ont dit à ce moment-là, dans ce fameux texte, justement la science devant le racisme, on dit... ça n'est pas aux généticiens, ça n'est pas aux biologistes, ça n'est pas à nous de nous occuper de cette question. Ça n'existe pas, ça n'a aucun intérêt, ça n'est pas un concept pour les sciences génétiques, les sciences de la nature et biologiques. Donc, ça intéresse les philosophes, disent-ils en premier, ça intéresse les philosophes et les chercheurs en sciences humaines, quoi, en gros. Et donc, voilà, la question qu'on peut encore poser à Lévi-Strauss et à ceux qui confondent le génétique et race, c'est que finalement, on ne répond pas au racisme, en disant seulement qu'il y a la culture qui détermine les changements génétiques, par exemple, ou qu'il y a de l'hybridation génétique. Ça ne répond pas au racisme, puisque le racisme, en fait, c'est un fait social, quoi. C'est un fait social, et donc c'est une forme de frontière, une frontière sociale parmi d'autres, mais elle est particulièrement violente parce qu'elle se fonde, et ça c'est quelque chose qu'on voit beaucoup revenir là en ce moment, elle se fonde sur, on va dire, un état de nature, quelque chose qui serait naturalisé. Et donc, en gros, pour le dire en un mot, la race du racisme, et pour ça je dis, non, les races n'existent pas, ça n'est pas une vérité biologique, mais la race du racisme, elle existe bien dans la réalité sociale, et cette race du racisme, c'est un mode de domination. C'est un mode de domination particulièrement violent, parce que ça fait référence à une marque. Alors, je me réfère beaucoup aussi à Colette Guillaumin, une des premières... la première sociologue en France qui a travaillé sur l'idéologie raciste, en disant c'est un sens en plus qui est donné à n'importe quelle marque corporelle, biologique, physique ou je ne sais quoi, d'apparence, qui sert à naturaliser pas seulement naturaliser la différence, c'est naturaliser la domination sur l'autre. Et c'est ça qui fait que le fondement, si on veut, de cette longue histoire du racisme, des historiens situent ce moment, et moi je l'avais fait déjà en travaillant au Brésil avec les écrits de Arthur de Gobineau,
qui a été par ailleurs ambassadeur au Brésil. C'est intéressant parce qu'il avait une détestation du métissage, parce qu'il avait peur en disant c'est un grand risque pour la race blanche, il ne faut surtout pas la mélanger. Et donc il fondait tout ça sur quelque chose qu'on a appelé une théorie des races, mais qui n'a rien d'une théorie, ça n'a aucun fondement scientifique. Il a classé naturellement les apparences en disant il y a les apparences disant il y a des noirs, il y a des rouges qui étaient les indigènes, et puis il y a les blancs qui sont la race supérieure. Et donc là, les historiens expliquent très bien maintenant qu'en fait ce racisme-là qui fonde non seulement un certain rapport naturalisé à l'autre, mais un mode de domination, c'est l'affaire des Blancs. C'est d'abord l'affaire des Blancs, parce que c'est une invention des Blancs. C'est une invention qui produit la supériorité d'une supposée race blanche. Donc du coup, on est obligé de tout mettre entre guillemets, mais pourtant ça existe. C'est pour ça que je défends un petit peu cette idée-là. Tout ça est entre guillemets, ce sont des fictions, ce sont des inventions. Et je le développe beaucoup sur le regard porté sur l'Afrique aussi. On a beaucoup de choses comme ça. Mais c'est une fiction réalisée d'une certaine façon, qui est une réalité sociale. Alors, au long de l'histoire, qu'elle soit de sortie de l'esclavage colonial, impérial ou post-colonial, ça s'est reproduit d'une manière structurelle. C'est-à-dire que ta question, après mon détour, ça reproduit d'une manière structurelle, c'est-à-dire qu'on peut ne plus le voir maintenant, et c'est pour ça qu'il y a des zones, quand on dit les quartiers, c'est pour ça que j'insiste en France, parce qu'il n'y a pas, dans d'autres pays, on parle différemment. En France, on dit les quartiers, comme si c'était évident. Et quand on dit les quartiers, eh ben, on sait que c'est une population, en gros, qui descend des régimes coloniaux et post-coloniaux, principalement maghrébins, noirs, orientaux. Il peut y avoir aussi tous ceux qui descendent de cette histoire coloniale asiatique, puisque maintenant il y a aussi des travaux qui se développent sur le racisme contre les Asiatiques, etc. Et tout ça, finalement, quand tu regardes, c'est quelque chose qui s'est inscrit d'une manière à la fois structurelle, c'est-à-dire dans le dur, la répartition des espaces urbains, les chances sur le marché du travail, mais aussi d'une certaine façon mentale, parce qu'il est évident pour des policiers, par exemple, qu'on va contrôler 10 fois plus un jeune noir qu'un jeune blanc, ou 9 fois plus ou 10 fois plus un jeune maghrébin qu'un jeune blanc. Et tout ça en disant mais non, c'est pas pour ça, c'est parce qu'ils avaient l'air d'être des délinquants, quoi. Voilà. Et donc toutes ces choses-là sont tellement inscrites qu'on peut finir aussi du point de vue des sociologues, et là on sait qu'il y a des débats dans les sciences sociales, à dire mais non, c'est pas la question, c'est un problème de sociologie urbaine, par exemple, réorganiser les espaces urbains, ou bien c'est un problème de classe sociale. Et donc là, la sociologie des classes sociales dit dès qu'il y a l'égalité économique entre les personnes, il n'y a plus de différence, il n'y a plus de racisme. Justement, souvent, la compétition à caractère racial, elle se fait parce qu'il y a une certaine arrivée sur le plan du marché du travail, par exemple, ou dans la ville, dans des lieux qui ne sont pas les lieux où on voit habituellement des personnes noires et maghrébines, par exemple, pour le dire en France, qui vont à ce moment-là se heurter à quelque chose d'autre qui est cette infrapensée raciste, c'est-à-dire que là, il y a des gens qui sont là, ils ne sont pas à leur place, et on en trouve d'autres qui vont dire on va défendre les Blancs, et donc jusqu'à la caricature. Et là, il y a vraiment, je crois, un continuum. Au bout du continuum, il y a la caricature de Trump, avec les choses les plus explicites qui peuvent être dites sur le rejet de cette indésirable. Mais voilà, ça ne tombe pas du ciel, ça vient de cette histoire. Et effectivement, et donc comme tu le décris, même si c'est pas complètement l'objet de ton livre, il y a un effet de redondance des dominations. Enfin, c'est très clairement intersectionnel, d'une certaine façon, cette affaire. Mais
je veux un peu revenir sur les discussions que tu as. Tu as mentionné celle avec Lévi-Strauss, tu en as d'autres, bien sûr, avec Frantz Fanon aussi, qui a fait un texte il y a 75 ans, ou plus de 70 ans, qui porte le même titre que ton livre, mais qui a une toute autre, évidemment, perspective, en quelque sorte, avec les études culturelles aussi, Stuart Hall, etc. Mais sur la discussion à partir de Lévi-Strauss, c'est aussi une discussion avec les anthropologues d'une façon générale, parce que discuter avec Lévi-Strauss, c'est aussi discuter finalement avec les anthropologues, en tout cas en France. Et tu as une double critique que tu formules, j'ai le sentiment, à la fois vis-à-vis des anthropologues embarqués, que tu connais bien, qui sont un peu au ras des situations et qui voient bien des choses, mais sont peut-être à un moment donné empêchés de penser globalement un phénomène global, en fait, qui invite à plus de décentrement, et de faire des projets tels que tu l'as pu le faire dans Un monde de Caen, par exemple, ce genre de choses. Et puis les anthropologues qui ont le point de vue de Sirius, le point de vue très, très surplombant, qui en viennent, comme tu l'as dit, au fait que quelqu'un comme Lévi-Strauss va dire de toute façon la race, ça n'existe pas. Et du fait, de ce fait-là, on ne peut que déplorer le fait qu'il y ait encore des racistes, alors même que la race n'existe pas. Et entre ces deux points de vue, tu l'as dit, il y a le point de vue intermédiaire, celui des anthropologues. Alors tu t'es déclaré anthropologue inquiet, je sais pas, anthropologue en colère aussi peut-être, je ne sais pas, quelque chose entre les deux. Quel est finalement le bon point de vue entre ce très surplombant et ce peut-être trop au ras du sol pour arriver à décrire et à qualifier, mais plutôt même à décrire un phénomène qui n'existe pas, mais qui est tellement présent pourtant, et qui a une forme d'existence, comme tu l'as dit, au moins sociale, quoi. Alors je crois qu'il y a à la fois effectivement le mode de lecture, le mode d'observation, c'est-à-dire avec quel outil conceptuel on observe un certain nombre de choses, et puis la dimension historique, on va dire, parce que évidemment on peut aller enquêter sur des situations. En général, moi, je privilégie le terme de situation et les termes de situation de contact. C'est-à-dire, on n'est jamais seul au monde, on est toujours en relation. Et donc, il faut trouver, effectivement, même quand on parle de lieux ghettoisés, par exemple, on dit les gens sont ghettoisés. Oui, mais ils sont jamais complètement ghettoisés. Ils sont toujours même en relation, ne serait-ce qu'avec la police, par exemple. Et voilà, étudier les interactions entre la police et les jeunes de banlieue, voilà un sujet qui amène à aller décrypter dans le détail ce que sont les relations raciales, ou disons la dimension des relations raciales. J'avais eu, et je raconte un petit peu dans le livre aussi, une expérience d'enquête et de présence, d'une certaine façon, au Cameroun, en me disant il n'y a pas d'endroit où un anthropologue ne puisse pas aller. Et donc il y avait toute une idéologie urbaine qui faisait dire qu'il y avait des lieux dans la ville de Douala où on ne pouvait pas aller. Et notamment un quartier qui s'appelle New Bell. Et en travaillant un petit peu sur Douala, je me suis aperçu que cette ville, en fait, avait une histoire coloniale et raciale très, très violente. Parce que ça commence effectivement avec la colonisation du Cameroun et une présence de l'armée allemande au tout début du XXe siècle qui s'est heurtée à des résistances de la population beaucoup plus importante que ce qu'on a dit dans l'histoire même coloniale en général. Et comme on le voit maintenant, parce qu'il y a eu un rapport, c'est passé un petit peu dans les journaux, quand on cherche un petit peu ça, on le trouve. Là, il y a un rapport qui vient d'être produit justement sur la mémoire de la décolonisation au Cameroun, qui est une décolonisation qui n'a pas du tout été donnée ou offerte par De Gaulle aux Camerounais, loin de là, qui a été une décolonisation dans la violence et même dans la guerre. Et en réalité, ce qui s'est passé au Cameroun, c'est une guerre avec une trace très importante, en gros, entre le début des années 50 jusqu'au
vers 64-65, parce que ça a continué après l'indépendance, avec le président qui a été mis en place, soutenu par la France. Et là, d'après des travaux qui ont été faits, il y aurait eu 100 000 morts dans ces mouvements anti-coloniaux et pour l'indépendance. Donc c'est important que ça revienne aussi, que cette histoire-là remonte, parce que ça explique aussi comment, dans une ville comme Douala, qui, moi, m'a énormément troublé quand j'y ai vécu, où j'étais très mal à l'aise, où je sentais une agressivité générale entre les gens. Alors, peut-être pas, d'autres personnes ont pu aller à Douala et voir d'autres choses, mais pour moi, ça a été très marquant, parce que justement, je cherchais par mon travail à me mettre en relation avec tout et n'importe qui. Et donc ça a été difficile de ce point de vue-là. Et donc la ville de Douala est le quartier où je voulais aller, et où je raconte que j'ai passé un mauvais quart d'heure, on va dire, parce qu'effectivement, il y a des endroits où on te demande, quand tu es blanc, on dit qu'est-ce que tu viens faire là, et tu représentes les blancs de l'autre quartier, de l'autre partie, parce que même dans les années 80, parce que je raconte des années 80, la présence européenne, la présence blanche, dominante, économiquement en tout cas, était très forte à Douala. Et bien ce quartier était le quartier où était né l'UPC, l'Union des populations du Cameroun, qui a été le mouvement principal avec la zone Bamileke, avec la zone de l'ouest du Cameroun, qui ont été dans la résistance à la colonisation. Et donc c'est une histoire de guerre coloniale qui n'a pas été réglée, qui n'a pas été résolue. Et ça, on le sent encore aujourd'hui dans les relations. Alors donc on a ces moments-là. On a ces moments-là qui peuvent être des moments où la relation elle est difficile, et après on a d'autres moments avec des moments qui peuvent être inverses, où on voit des gens qui sont dans l'apparent assujettissement trop facile. Quand ils veulent un emploi dans une entreprise, par exemple, ils se soumettent à la norme avec des dirigeants d'entreprise blancs. Ils vont faire un trop fort assujettissement pour que ce soit vrai, quoi. Et voilà. Et il y a aussi d'autres situations dans lesquelles on peut rencontrer des gens. Et moi, dans ce travail-là, je suis allé aussi, à partir de cette personne que j'ai rencontrée dans ce quartier, je suis allé dans son village d'origine, et là j'ai travaillé avec les maîtres d'école et les écoliers, et je me suis aperçu que les enfants avaient des représentations de l'avenir qui étaient des représentations où ils donnaient l'impression de connaître le monde entier, quoi. Et donc on n'était pas du tout dans le petit village de sauvages décrits quelques années avant, et donc j'en parle aussi par Céline, Louis-Ferdinand Céline, quand il était commerçant au Cameroun, et dont il a ramené des pages pour le début du voyage au bout de la nuit. On a cette espèce d'image de sauvagerie, de mystère et de presque pas humain, alors que les gens sont là et ils voient pas les populations au milieu desquelles ils se trouvent. Et voilà, donc j'oppose un petit peu ça, et j'essaye de comprendre à chaque fois les situations en y mettant de l'histoire et du contexte, quoi. Vous écoutez l'anthropologue Michel Agier, auteur de Racisme et culture, exploration transnationale, édition du Seuil, lors de sa venue à la librairie Ombre Blanche, mercredi 29 janvier 2025. Tu utilises régulièrement dans ton livre la littérature, parce qu'évidemment elle véhicule un certain nombre d'images. La question de l'image, c'est très important, bien évidemment, dans cette affaire-là. De Céline, Conrad, tu utilises Morrison, enfin des gens qui ont questionné, ou en tout cas qui ont chargé d'images ces affaires. Ce qui donne effectivement à ton livre un côté qui est à la fois très sombre. Enfin, on comprend qu'on est loin d'être débarrassé évidemment du racisme, d'autant qu'il a muté, qu'il s'est diffusé, qu'il y a le racisme du moment de la situation esclavagiste, coloniale, apartheid, n'est plus tout à fait celui du post-esclavage, du post-colonial et du post-apartheid, mais tout de même, il est toujours aussi présent, voire davantage. Et c'est sombre et c'est joyeux en même temps, parce que tu montres qu'il y a de multiples voix finalement,
et tu as vécu de multiples situations qui montrent comment dépasser éventuellement, par des performances culturelles en particulier, en divers endroits de la planète, cette question. Et là, on retrouve une sorte de paradoxe, finalement, qui est déjà, pour moi, un peu installé dans le livre par son titre, enfin, Racisme et culture. C'est quoi ce « et » finalement ? Ce « et », c'est un peu de la complicité. Finalement, il y a quand même la culture contient ce racisme. Et en même temps, elle est peut-être la solution. Elle peut être une des solutions, selon la définition qu'on lui donne, peut-être, ou selon comment on la prend, pour envisager une sortie du racisme. Alors, comment on peut être à la fois le poison et le remède, en quelque sorte ? Oui, alors, le titre, effectivement, Racisme et culture, c'est à la fois un gros clin d'œil à Race et culture de Lévi-Strauss, mais c'est aussi ce qu'il y a de culture qui naît contre et tout contre le racisme, quoi. Et donc ça prend forme dans cette relation, là. Et alors, effectivement, comme je racontais au début, j'ai traversé, si je puis dire, j'ai traversé l'Atlantique noir, et je me suis trouvé face à des mouvements noirs qui m'ont évidemment beaucoup intéressé. Simplement, ces mouvements noirs, ils avaient d'abord lieu dans le carnaval. Donc moi, je n'étais pas spécialement carnavaleux, mais du coup, je me suis intéressé au carnaval comme le genre de fête, le genre de rituel que ça représente, qui est très important aussi dans l'histoire européenne, évidemment. Mais là, ça prenait l'allure dans ce carnaval à Bahia, mais aussi dans d'autres, en Colombie, sur le littoral colombien, et en Guyane aussi, où je suis allé voir un peu. Et puis après, j'ai lu d'autres choses, notamment sur le carnaval de Guadeloupe et sur bien d'autres. Et il y a ces endroits où le carnaval devient un espace de la résistance, un espace pour faire quelque chose avec le racisme. Et les gens y vont parfois avec des pancartes en disant « halte au racisme », mais ils y vont aussi avec une certaine mise en scène de soi. Et c'est cette mise en scène de soi qui m'a intéressé. L'image, comme tu dis, qui est très importante, puisqu'on est toujours dans des affaires d'image. Le racisme est une fiction qui marche sur certaines représentations, et finalement, ce sont des combats d'image. On oppose une image à une autre image. Et dans ce combat d'image, j'ai vu des histoires. Alors, j'étais pas là au moment du premier carnaval de ce groupe, mais je me suis intéressé à un groupe qui était devenu très important à Salvador, et ensuite très important au Brésil, et puis très important dans le monde de la diaspora africaine, on va dire, aux États-Unis, en Europe aussi, et en Afrique. Un groupe qui s'appelle Ileaye, qui a un nom yoruba, et qui s'est présenté au carnaval en faisant deux choses, en disant « Nous ne serons un groupe où il n'y aura que des noirs, nous ne voulons pas de blancs ». Et deuxièmement, ils ont affiché leur programme, si on peut dire, leur thème de carnaval, en disant « Ce sont les Africains à Bahia ». Et d'une certaine façon, depuis 50 ans, parce que ça c'était en 75, moi je les ai rencontrés dans les années 90, et j'ai enquêté dessus pendant plusieurs années, pendant les années 90, et j'y suis retourné jusqu'à là, il y a quelques mois. Et depuis 50 ans, c'est un groupe finalement qui vit sur ces deux pieds-là. Un pied d'affirmation qu'il y a du racisme au Brésil, en disant nous allons créer un espace dans lequel nous ne sommes pas sous la domination des Blancs et nous ne sommes qu'entre Noirs pour le spectacle. Alors ça a été très très critiqué, ils se sont fait traiter de racistes, et évidemment ce qu'on appelle aujourd'hui la non-mixité, etc. C'est un groupe raciste, etc. Ça a duré assez longtemps. Et de mon point de vue, c'était un groupe qui se mettait en scène. Alors voilà, c'est la mise en scène dans le rituel du carnaval. On est entre noirs,
Ça ne veut pas dire que dans la vie ordinaire, on est entre noirs, et loin de là, puisqu'au contraire, c'est des gens qui ont des relations avec tout le monde, quelle que soit leur couleur. Pour autant qu'ils peuvent les avoir. Et c'est ça qui était aussi leur problème, c'est qu'ils se confrontaient au racisme dans leur vie professionnelle, avec justement un changement social qui avait lieu à ce moment-là, dans les années 70, 80, 90, qui faisait que les Noirs pouvaient arriver un peu plus sur le marché du travail et du coup se trouver confrontés à des phénomènes comme quand on sort de chez soi, quoi. Quand on sort de sa place, quand on va dans une place qui n'est pas la sienne, on vous dit « mais qu'est-ce que vous faites là ? Vous n'avez pas à être ingénieur dans une usine pétrochimique si vous êtes noir. Vous êtes le balayeur ou vous êtes l'ouvrier de base, quoi. » Et là, ces conflits-là ont entretenu ce désir de créer dans l'espace politique du carnaval un espace où ils ont dit nous faisons le monde que nous voulons. Ils l'ont appelé le monde noir, le monde noir, ou bien ils l'ont appelé l'Afrique abaya. Alors c'est une Afrique, voilà, moi ce qui m'a intéressé en venant d'Afrique, je me dis, qu'est-ce que c'est que cette Afrique, quoi. Et donc c'est une Afrique imaginaire, c'est une Afrique complètement rejouée, réinventée, etc., mais qui permet, à la fois pour eux de les faire exister autrement, en gros, qui leur fait dire nous ne sommes pas vos Noirs, nous sommes les Africains abaya. Voilà, nous ne sommes pas vos Noirs, c'est un peu comme le petit livre de James Baldwin, I'm not your Negro, je ne suis pas votre Noir, et je suis un autre, je suis une autre. Voilà. Et en même temps, et c'est ça où il y a aussi toute cette partie-là dans le livre, et finalement, ils inventent une Afrique qui n'est plus exactement l'Afrique territoire, l'Afrique continent africain, qui est une image d'Afrique qui existe dans le monde parce que on trouve la même chose en Colombie, on trouve la même chose en Martinique, en Guadeloupe ou en Martinique, on trouve la même chose aux États-Unis avec des gens qui racontent une histoire, qui font leur propre récit d'une certaine façon de personnes qui va contre l'histoire raciale dont ils sont les objets, quoi, les victimes. Et effectivement, ces guerres des images finalement qui se jouent, comme tu le dis, sur ces scènes culturelles qui autorisent finalement ce type de l'installation de cette guerre et de ce jeu autour des images peut prendre la forme du carnaval. Enfin, tu l'as trouvé d'abord dans cette forme du carnaval et décliné sous de multiples latitudes, enfin, que ce soit en Guadeloupe, à Bahia, en Colombie, enfin, mais ailleurs. Il y a cette première forme. Et puis, ça existe aussi, c'est ça l'invention ou la solution culturelle d'une certaine façon. Ça peut prendre beaucoup d'autres formes. La question d'une forme musicale, tu parles dans ton livre de ce rap burkinabé qui joue un rôle, en fait, qui permet aussi la production d'une certaine image, d'un autre genre que celle du carnaval, mais quand même qui produit ça. Il y a évidemment en Guadeloupe, il y a ce carnaval particulier avec ce groupe qui s'est monté, Vukum, qui produit aussi un autre rapport à l'Afrique. Et puis il y a la spiritualité. La spiritualité, c'est ça. Il raconte que cette spiritualité est comme si c'était un lien perdu, et donc il réinvente, mais dans l'espace du carnaval. Donc c'est ça, voilà, c'est l'espace rituel, imaginaire, où on recrée un lien perdu qui a le nom d'esprit, quoi. Ouais. Et ça peut être le théâtre aussi, puisque tu finis ton livre sur la description de cette pièce de théâtre de Rebecca Chaillon, Carte noire nommée Désir, qui est une très belle pièce de théâtre. Peut-être tu peux en dire un mot, parce qu'effectivement, elle concentre bien cette production d'images, cette guerre des images, et puis elle concentre bien aussi cette idée que finalement, comment est-ce qu'on sort de cette identité raciale assignée, héritée, comme tu dis, pour se construire comme un sujet libre de ce type d'héritage et de ce type d'assignation. Comment est-ce qu'on fait sans se dire simplement je dois passer complètement au-dessus de la question de la race pour arriver à des valeurs universelles, on va dire, qui mettent tout le monde à peu près d'accord, hein, d'une certaine façon. Comment est-ce que je parle de race sans être assigné à la race, en fait ?
Avec la dérision. Rebecca Chaillon, le Carte noire nommé Désir, c'est d'abord une dérision incroyable, à la fois du regard blanc sur des femmes afrodescendantes qui racontent comment elle voit ce regard. Et donc, déjà, on regarde et on écoute qu'est-ce qu'il dit, qu'est-ce qu'elle voit de ce regard, et comment elle voit ce regard. Et donc, elle joue un peu tous les rôles. C'est une série de tableaux où elle met en scène à la fois les relations sociales, économiques, comme on peut les avoir aujourd'hui, ou aussi bien l'histoire de la colonisation. Alors, je ne sais pas si cette pièce est passée à Toulouse. Je ne crois pas. Vous avez déjà eu l'occasion. Est-ce que quelqu'un a déjà eu l'occasion de voir? Parce que allez la voir absolument. Cette pièce, elle est extraordinaire. Et à ce point où j'arrivais à la fin de la rédaction de mon livre, c'est exactement comme je le raconte. Et j'ai vu cette pièce, j'ai dit, voilà, c'est la synthèse. C'est la synthèse de ce que je voudrais raconter. Sauf que là, on rit beaucoup. Et ça, c'est très bien. On en rit et on déconstruit finalement le racisme en le ridiculisant. Et notamment, par exemple, Rebecca Chaillon, qui est une femme qui joue beaucoup là-dessus. Elle a un corps très gros, énorme. Elle le joue encore plus énorme, noir. Et elle se déshabille au fur et à mesure sur la scène. Et elle frotte les planchers, etc. Et au bout d'un moment, elle se retourne vers le public. Et on voit à ce moment-là qu'elle a le visage du blackface. Du visage... La peinture qui se moque des Noirs, elle la montre. Et un peu comme si je suis votre blackface. Et ensuite, il y a quelqu'un qui vient la laver, la blanchir. Bon, il y a un jeu comme ça avec les symboles avec la symbologie des couleurs, avec la symbolique des couleurs, qui est très intéressante. Et notamment, quand elle appelle café noir, et à un moment donné, il y a plein de noir et plein de blanc, du lait et du café noir qui est jeté sur les personnes, etc. etc. Il y a des scènes très marrantes où... c'est ce qui a fait scandale d'ailleurs avec cette pièce en Avignon, parce que à un moment donné, un des sketchs, les actrices, elles sont 8 femmes afrodescendantes qui vont prendre les sacs des gens comme ça et les mettre à côté dans un tas comme ça. Et en fait, il faut deviner à chaque fois le mot qui correspond à ce qu'elles sont en train de faire. Alors, c'est là qu'il y a des gens qui ont crié au voleur en disant qu'elles se faisaient voler, qui n'avaient pas bien compris que c'était de la dérision. Et puis Rebecca Chaillon explique, non, là, il fallait trouver le mot colonisation. Et donc, voilà, et tout le monde se trouve bien embêté avec ça, quoi. Et donc, voilà, il y a une série de jeux comme ça, de tableaux, qui à la fois peuvent être très émouvants, et notamment, par exemple, une femme qui vient là, et où elles sont supposées chacune raconter leurs histoires, raconter leurs désirs amoureux, etc. Et donc, faisant beaucoup d'allusions au fait aussi qu'il y a un désir des hommes blancs pour les femmes noires qui est assez infantilisant ou assez proche de l'image de la prostituée noire, comme on trouve aussi beaucoup dans l'histoire du Brésil. Et donc elle raconte tout ça. Et il y a une femme qui vient et puis qui dit je m'appelle Fatou, mais je ne suis pas votre Fatou. Et c'est assez fort parce que justement c'est un petit peu vers la fin de l'histoire. Et une autre arrive et dit on vient de s'épuiser pendant 2 heures à essayer de vous dire que nous ne sommes pas ce que vous croyez que nous sommes, et maintenant laissez-nous vivre, quoi. Et je trouve que c'est très très beau parce qu'effectivement ça raconte un peu ce que peut faire la culture. Alors après on me dit non, mais bien sûr la culture ne peut, cette culture-là c'est tellement minoritaire, c'est tellement très peu que tout ça fait rien contre le racisme. Il faut des mesures politiques, il faut des tas de choses. Et là je suis bien d'accord, mais voilà, moi j'ai trouvé en tout cas dans mes terrains d'ethnologue, en allant voir le Brésil, le carnaval afro-baïanais, afro-brésilien, ou le carnaval afro-colombien, ou en Guyane ou ailleurs, ou chez les rappeurs avec une
une chercheure, Anna Cuomo, qui a travaillé sur les rappeurs au Burkina, qui transmettent à la fois des revendications sociales et une projection vers le monde en tant que noir, quoi. Enfin voilà, avec la blackness. Voilà, ce mot-là peut servir aussi à un moment donné de ralliement. Et donc avec toutes ces choses-là qui sont des tout petits bouts que j'ai mis pour ceux que je connaissais les uns à côté des autres, mais simplement en suggérant que si on en rajoute d'autres et d'autres et d'autres, ça fait beaucoup. Enfin, ça n'est plus aussi minoritaire que ça. Et je crois qu'effectivement, il y a aussi en France, et là c'est moins connu, c'est peut-être moins étudié, des scènes de théâtre et des scènes de jeux, de chansons, de rap aussi, etc., qui sont très importantes de ce point de vue-là. On peut au final considérer ces performances culturelles, ces performances artistiques comme des formes de l'antiracisme. Et je pense que c'est important, pour moi, je pense que c'est important de mettre l'accent sur cette forme-là de la performance culturelle dans l'antiracisme, alors que je sais très bien que médiatiquement, politiquement, on va vite dire ah, mais c'est des choses identitaires, c'est des choses communautaristes ou je ne sais quoi. Mais non, il faut aller regarder d'un peu plus près, quoi. C'est exactement vers là que tend ton livre. C'est peut-être le moment justement d'ouvrir un peu aux questions du public ou aux réactions à ceux ou à celles qui auraient vu la pièce de Rebecca Chaillot à Toulouse, puisqu'elle s'est produite aussi ici, ou aux autres réactions. Et on va faire circuler le micro, bien évidemment. Moi, je voulais vous poser une question par rapport au racisme. Du coup, vous avez dit que c'était quelque chose qui était ancré depuis très longtemps, du coup, comme vous l'avez raconté dans votre récit. Et c'était pour savoir, du coup, comment on fait aujourd'hui, dans l'époque dans laquelle on vit, pour déconstruire ce racisme, mais de manière majoritaire. Parce qu'en fait, même à mon âge, j'ai 22 ans, et je me rends compte que, en fait, c'est quelque chose de tellement ancré et qui se réancre aussi par les médias. Et en fait, on perd un peu pied là-dedans. C'est-à-dire qu'on est très peu armé pour armer les gens contre le racisme. Et par exemple, vous avez cité cette pièce de théâtre qui a l'air magnifique, je ne l'ai pas vue malheureusement. Mais par contre, ça reste très restreint en termes d'accès. Et comme vous l'avez dit aussi, elles sont critiquées dans les médias, elles sont directement instrumentalisées en faisant peur, du coup. Et en disant c'est identitaire, communautaire. Et donc, du coup, on a un accès qui est bloqué par rapport à ça. Donc, si vous avez des idées par rapport à... Oui, moi je partage tout à fait votre question. Alors, j'ai pas exactement la réponse. Bien évidemment, il faut compliquer un peu la question. C'est-à-dire, effectivement, il y a ce qui circule très très vite dans les médias, sur ce qu'on appelle les réseaux sociaux, avec énormément de choses qui sont grossies et d'autres qui sont mal interprétées ou surinterprétées. Je crois que le cas de la pièce de Rebecca Chaillot, mais c'est la même chose pour moi que l'histoire que je raconte avec ce groupe de carnaval noir entre noirs, pour montrer ce que c'est. C'est-à-dire effectivement de produire des images, de produire du spectacle, c'est très important. Donc voilà, je sais qu'il y a d'autres... Il y a une pièce qui circule pas mal, qui s'appelle Français, de deux auteurs sénégalais et camerounais, qui racontent un petit peu justement qu'est-ce que c'est pour eux de descendre d'une histoire coloniale, etc. Voilà, c'est ce genre d'initiative. J'ai pas de solution miracle. Après, il y a effectivement un peu plus de contrôle sur les réseaux sociaux, et là, on est mal parti là, en ce moment, puisque justement, il y a cette soi-disant liberté d'expression qui devrait favoriser n'importe quelle insulte raciste qui se développe, et d'autant plus que les gens sont là tout seuls chez eux devant leur ordinateur. Ils ne craignent pas d'être opposés, et ils peuvent effectivement à ce moment-là raconter plein de choses. Moi, je dirais que comme beaucoup, je considère qu'il y a une responsabilité des élites, comme on dit, une responsabilité des gouvernants à donner ces explications, mais il faudrait pour ça s'attaquer aussi en même temps
à la dimension structurelle ou systémique, comme on dit en France, parce que sinon ça c'est pas cohérent, quoi. Sinon, il faut que les deux choses soient tenues en même temps, à la fois régler, je crois, les questions d'inégalité sociale inhérentes à cette structure, à ce racisme structurel, et expliquer, combattre, mettre en dérision tout ce qui est de l'ordre du racisme ou de l'infrapensée raciste. Voilà. Je ne fais rien d'autre que de redire votre question, parce que j'ai pas de solution miracle. Le seul fait de se la poser fait que, effectivement, c'est déjà quelque chose. Oui. Moi, ma question, elle est toute simple, parce qu'on ne peut pas être savant dans ces questions-là, sont très difficiles. Mais simplement, je voulais savoir, est-ce que la colonisation, d'une façon générale, vu votre connaissance dans ces choses-là, de l'anthropologie et tout cela, est-ce qu'une colonisation en général est suivie d'un racisme? Est-ce que c'est un racisme structurel? Est-ce que c'est un racisme des gens? Est-ce qu'un peuple, par exemple, on dit la France, par exemple, a colonisé quelque part? Est-ce que c'est les Français qui sont racistes avant d'être colons? Donc j'aimerais bien comprendre cette notion de racisme. Elle se passe après, elle est structurelle, parce que moi je connais des Français, ils ne connaissent pas le racisme, et pourtant le racisme colonial a existé. Donc c'est dans ce sens-là que j'aimerais bien... Oui, merci. Moi, c'est ce que j'essaye dans le livre, de montrer comme c'est lié, pas forcément à la mauvaise volonté des gens, et il peut y avoir beaucoup de gens qui vont dire qu'ils sont pas racistes ou qui sont anti-racistes, et qui vivent, et nous vivons, dans des sociétés qui sont profondément marquées par à la fois cette histoire coloniale et les effets structurels et idéologiques de cette histoire coloniale. Alors c'est intéressant de faire de l'histoire, c'est-à-dire que l'importance prise par l'idéologie raciste au milieu du XIXe siècle vient du fait que la structure de la domination occidentale sur le monde, pour le dire avec la forme de l'esclavage, a été remise en cause principalement pour des raisons économiques, et qu'à ce moment-là, les colonisations ont commencé. Et donc il y a eu une espèce de reconversion de la domination issue de l'esclavage en une domination naturelle. C'est-à-dire que les Européens qui ont dominé le monde depuis en gros le XVe siècle jusqu'au XIXe siècle, ont dit si on veut continuer, il faut dire que les Blancs européens sont la race supérieure, puisque c'est ça l'explication naturelle de la domination, du droit à considérer que les autres sont un peu moins humains, par exemple, ce qui a été longtemps le cas sur les esclaves. Est-ce qu'on a le droit ou non moralement d'esclavagiser des Noirs? On a le droit parce qu'ils ne sont pas tout à fait autant humains que nous. Alors, maintenant, dire ça maintenant, ça paraît aberrant, évidemment, mais ça fait partie de notre histoire. Et donc, ces choses-là ont formé cette espèce de structure mentale qui fait que, effectivement, les Blancs ont pu arriver en Afrique et considérer que c'était un terrain vierge où il n'y avait personne, par exemple, où il n'y avait que des sauvages, par exemple. Et ce qu'un collègue que je cite dans le travail, Joseph Tonda, un anthropologue gabonais, appelle l'afrodystopie. Il dit, voilà, finalement, les Noirs, les Africains sont l'image vivante, sont les images vivantes produites par le colon. En disant même, le mot même d'Afrique, c'est une invention des colons, le mot même de noir, c'est une invention. Et donc, pourquoi est-ce qu'on dit l'Afrique noire? Parce que l'Afrique est un continent très vert, on pourrait dire le continent vert au lieu de dire le continent noir. Pourquoi est-ce qu'on dit l'Afrique noire et l'Afrique blanche? Maintenant, ça se dit moins, mais on sait bien de quoi on parle quand on parle du Maghreb. Et donc, par exemple, je raconte aussi certaines choses où il y a une relance du racisme, par exemple en Tunisie, quand le président tunisien a dit ces Africains-là ne doivent pas être chez nous, ils détériorent notre culture et notre
peuplement. Et à ce moment-là, il a fallu que l'OUA, que l'Union africaine intervienne en disant mais comment la Tunisie ne fait pas partie de l'Afrique. Et donc il s'est un peu, pour des raisons diplomatiques, il s'est un petit peu rattrapé. Mais, et on sait qu'en Tunisie, il y a aussi, ou au Maghreb, il y a aussi cette idée-là que finalement les gens sont plutôt blancs et pas vraiment noirs et donc pas vraiment africains. Et bref, il y a toute cette idéologie qui est pleine de connotations raciste, qui est très présente et qui fait partie de cet héritage-là. Et voilà, et comme vous le dites, même si on peut se dire soi-même qu'on n'a rien à voir avec tout ça, qu'on n'est pas du tout raciste, etc., on descend de cette histoire-là. Et je pense que c'est important de dire aussi qu'il y a une histoire dans laquelle l'Europe a colonisé le monde, a occidentalisé le monde, mais a surtout à coloniser le monde avec des formes impériales, des formes d'esclavage, etc. Puis les formes coloniales au long du 19e, 20e siècle. Et donc nous sommes encore aujourd'hui, tant que nous n'avons pas réglé ce passé-là, et je parlais du Cameroun, mais c'est vrai pour d'autres pays, tant que nous n'avons pas réglé cette question-là, nous sommes encore dans du post-colonial. Et voilà, je pense que tout ça est très présent, oui. Est-ce qu'il y aurait une autre question ? Du coup, vous n'avez pas du tout abordé ce sujet, mais est-ce que l'antisémitisme ressort est-ce que c'est un autre ressort ? Est-ce que c'est une autre histoire, bien sûr, mais est-ce qu'on peut le lire avec la même grille de lecture ? C'est peut-être pas la même grille de lecture, mais je crois qu'il y a une... Pour moi, si vous voulez, il y a une forme de racisation de la domination, de naturalisation de la domination dans le racisme. Voilà, c'est un peu la naturalisation de la domination. Or, si on prend effectivement le premier ghetto juif dans l'histoire juive, c'est le ghetto de Venise, au début du XVIe siècle, et il s'est agi effectivement d'une décision de la municipalité de Venise de mettre les Juifs à l'écart. Alors c'était les mettre à l'écart, il y avait des raisons économiques, soi-disant, enfin il y avait un certain nombre de raisons économiques, mais voilà, il y avait une désignation du Juif comme danger, en tant que commerçant, en tant qu'usurier, en tant que tout ce qu'on voudra, mais qui était en tant que communauté. Et donc d'une certaine façon, le ghetto a produit cette discrimination du juif. Il y a la judéophobie qui a existé avant ce qu'on appelle l'antisémitisme maintenant, et la forme raciste de l'antisémitisme, je dirais, c'est cette judéophobie. Mais après, effectivement, l'histoire est différente, n'a pas le même déroulement. Ouais. Je ne voulais pas poser la question, mais je rebondis sur la question de monsieur. Là. Que pensez-vous des mouvements décoloniaux qui pratiquent l'antijudaïsme ? Je pense qu'il se trompe. Vous savez, c'est Fanon, justement, qui disait quand on insulte un juif, lève l'oreille, c'est aussi pour toi. C'est-à-dire que toutes les formes d'exclusion et donc de domination, exclusion, ségrégation, encampement, subalternité, qui prennent la forme de la naturalisation de l'autre, sont des formes de racisme, oui. Et donc je pense que ça, c'est une bêtise, voilà. Et après, c'est compliqué quand on dit que c'est des mouvements décoloniaux. Il faut voir qu'est-ce que c'est que ces mouvements exactement, parce que moi, je pense que le terme de décolonial, moi, non seulement ne me fait pas peur, mais je pense qu'il est nécessaire. Il faut décoloniser les esprits. C'est ça, au départ, l'idée décoloniale. C'est pas un mouvement du tout contre les Juifs, et c'est pas un mouvement contre les Blancs non plus. C'est un mouvement d'émancipation de tout ce qui est ce qu'on appelle l'épistémologie, toute la dimension épistémologique de la domination coloniale. Et donc, effectivement, les décoloniser, c'est important.
Est-ce qu'il y aurait d'autres réactions? Parce qu'effectivement, ce que tu montres d'une manière quand même générale, c'est que ces formes de naturalisation, de domination construite, en fait, obéissent à des mécanismes relativement similaires, qu'il s'agisse de la domination d'une race sur l'autre, d'une religion sur une autre, des hommes sur les femmes. Tu en parles aussi d'une classe sociale sur une autre. Et tous ces phénomènes obéissent à des logiques similaires qu'il faut arriver à, pas seulement à déconstruire, mais il faut aussi s'en emparer pour les expliquer. Ça fait partie des choses que tu essaies de faire avec ce livre. Et une partie de la grille de lecture que tu appliques fonctionne dans beaucoup de situations. Et le point gênant, enfin, ce qui est intéressant, c'est que tu soulignes aussi, on n'en a pas parlé, peut-être on peut finir là-dessus, c'est qu'il y a aussi quelque chose qui gêne beaucoup et qui est à la fois une solution parce que c'est un point d'interrogation qui oblige en fait à réfléchir. C'est tout ce que tu appelles des existences frontalières. C'est des gens dont on a du mal à les assigner à des identités assez rassurantes, enfin, ou stables, ou tranquilles. Et donc, ces phénomènes trans dans plusieurs registres, hein, qu'ils soient transgenres, transclasses, transraces, enfin, etc. Et ce sont des bonnes existences à penser, en fait, finalement, parce qu'elles troublent le jeu et qu'elles sont donc elles obligent à la réflexivité, elles obligent à décoloniser sa pensée, enfin, etc., etc. Absolument, et je trouve que ce chapitre-là sur qui est en gros autour de la discussion du métissage, quoi, hein. Est-ce que le métissage est une réponse au racisme? Est-ce que c'est une solution? Et on s'aperçoit dans les relations, donc je décris des disputes entre des gens en mettant mal à l'aise d'abord, principalement, des personnes métisses. On dit tu es blanc ou tu es noir, et donc tu es de quel côté? Et je me rends compte en travaillant un petit peu avec les travaux d'autres chercheurs que cette question-là, elle se pose effectivement en France, avec des études qui ont été faites sur les enfants métis de couples mixtes, par exemple, qui ont beaucoup de mal à ne pas être stigmatisés, hein, ce qui sont appelés le bounty, qui est noir dehors et blanc dedans, etc. C'est toute cette terminologie-là qui revient, où on revient avec du langage raciste pour des personnes ou pour des situations qu'on croit pouvoir être des situations ou des personnes qui vont résoudre le problème, qui en montrent l'inexistence. Eh bien non, ça revient quand même. Et toutes les discussions qu'il peut y avoir aussi sur des personnes noires ou métisses qui changent de position sociale, qui ont accès à de la mobilité sociale, par exemple, et qui se trouvent très mal en place. Leur expérience sensible comme personne est une expérience souvent très pénible, en disant mais le regard des autres n'arrête pas de me dire que je ne suis pas à ma place. On dit tiens, pourquoi tu es là, etc. Qu'est-ce que tu fais là? Ou bien des gens qui sont une femme médecin qu'on va prendre pour l'assistante, pour une infirmière, par exemple, ou des choses comme ça. Et donc c'est intéressant. C'est bon à penser, comme tu dis, c'est difficile à vivre, je pense. De tous les témoignages que j'ai, je sais que c'est difficile à penser, mais comme toutes les situations de passage, comme toutes les situations intermédiaires, c'est bon à penser parce que justement, ça fait tomber les certitudes, ça fait tomber les frontières, quoi. Et on y retrouve une obsession de la couleur. Je raconte des choses marrantes dans le livre aussi, c'est la quantité de gradation de couleurs qu'il y a au Brésil pour dire les couleurs des gens, pour ne pas dire forcément blanc ou noir. Et donc on invente couleur de cannelle, couleur de marron, couleur de chocolat, couleur de lait, couleur d'orange, couleur de... Il y a un moment un sondage un institut sur la population avait compté 130 termes qui permettent de désigner la couleur des gens. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a aussi en ce moment une dimension qui alimente sans cesse ce racisme-là, qui est la pensée du territoire?
C'est-à-dire ce truc contradictoire, à la fois, on dit il faut atterrir, hein, je fais référence à Bruno Latour, et de notre côté, il y a le territoire et on défend le territoire. Est-ce que ça, aujourd'hui, c'est pas une dimension qui explique le fait qu'on n'arrive pas, même en développant toutes les argumentations, on n'arrive pas à convaincre et on voit ce racisme se répandre, se répandre, se répandre. Donc, c'est vraiment la subversion, la submersion, comme disent certains. Voilà, submersion de racisme. Donc, est-ce que cette dimension du territoire n'est pas à prendre en compte? Oui, moi j'avais fait un petit essai avant, il y a 2 ans ou 3 ans, qui s'appelle La peur des autres, et c'est sur l'indésirabilité. Et je crois qu'effectivement, cette rétractation sur soi, cette territorialité, mais c'est le territoire national, mais ça peut être aussi le territoire propre, est une représentation qui se développe énormément. Et on peut dire que quand Trump dit Make America, ou l'Amérique avant, et donc tout le reste, on l'écarte, quitte à élargir l'Amérique. Alors ça, c'est autre chose. Mais effectivement, d'élargir le territoire. Mais pour moi, il y a cette dimension que j'associe, alors bon, ça mérite d'être pris, mais que j'associe effectivement à la mondialisation accélérée et au fait que les sociétés en général, et les États encore plus, ne sont pas préparés à vivre dans cette mondialisation accélérée. Et donc ça fait peur. Et donc la peur est quelque chose qui est le plus répandu, je pense, à l'échelle globale. Et ça peut nous dominer de manière totalitaire. Vous savez, Paul Virilio parlait d'un monde globalitaire, le global totalitaire. C'est-à-dire qu'il y a cette espèce de peur de cette mondialisation accélérée dans laquelle on se perd un petit peu, et qui fait que les premières victimes, malheureusement, parce qu'il y a d'autres choses qui en sont la cause, c'est les personnes qui représentent ce monde qui fait peur. Et donc, voilà, je pense que ça s'enclenche là-dessus, et la rétractation sur les territoires vient essentiellement de cette peur des autres qui n'est pas réglée, quoi, qui n'est pas résolue. Votre échange, madame, avec Michel Agier m'a fait penser à une étude assez récente que j'ai lue, qui est d'une universitaire britannique qui enseigne à Genève, à l'université de Genève, et qui s'est trouvée subitement confinée dans le territoire de la République et canton de Genève au moment des restrictions de circulation pour le Covid. Et elle découvre à ce moment-là la réalité d'une frontière, ce que vous, Michel Agier, évoquiez au début de votre exposé, et elle, la réalité de sa personne face aux surveillants de cette frontière qui est subitement imposée dans une agglomération que je considère personnellement comme transnationale, puisqu'elle s'étend aussi bien à l'ouest, en France, dans le pays de Gex, qu'à l'est, dans une partie du département de la Haute-Savoie, à commencer par la commune d'Annemasse et quelques autres. Et cette dame, à la fois britannique et genevoise, donne de cette expérience un récit dont j'oublie le titre en ce moment parce que je suis paresseux. C'est extraordinaire de découvrir comment on peut être enfermé par ce que je vais appeler l'apparence d'une
d'une appartenance raciale. Parce que je vois plutôt l'affaire sous les termes de xénophobie ou d'étrangeté, plutôt que comme, pour employer le terme de racisme, qui est peu usité dans le canton de Genève ou dans le pays de Gex. Mais ce qui est, juste pour finir votre phrase, moi je pense qu'effectivement, comme j'ai beaucoup dit, on vit dans des mondes mêlés et de plus en plus mêlés, et éventuellement ça peut faire peur à des personnes, et des organisations profitent de ces peurs pour en faire leur fonds de commerce. Mais on vit dans des mondes mêlés et de plus en plus mêlés. Mais ce qui est paradoxal et qui relance ce que moi je désigne bien comme du racisme, c'est qu'on cherche l'étranger au milieu de ce monde mêlé. Et cet étranger, eh bien, il est désigné sous la forme de l'étranger racisé, c'est-à-dire celui-là qui est déjà dans l'histoire de nos sociétés, dans l'histoire de nos pays, qui est déjà dans cette histoire coloniale, impériale, post-esclavagiste, d'apartheid ou je ne sais quoi. Cet étranger-là, il est reconnaissable par son apparence, il est reconnaissable par son corps, par ses cheveux, par quelque chose qui fait qu'il ne se présente pas de la même façon que les autres, ou par son accent qui nous dit quelque chose de cette étrangeté. Et donc il y a effectivement, c'est à la fois je pense que c'est à la fois l'espoir qu'on peut avoir. On est déjà dans des mondes mêlés et donc ça va se résoudre. On peut très bien dire ça va se résoudre, mais on est dans cette obsession de chercher l'étranger dans les mondes mêlés et là ça peut ne pas se résoudre justement. C'est une bonne façon de terminer notre séance puisqu'on arrive au bout. Merci beaucoup Michel Agier. Vous avez pu écouter à l'instant Michel Agier à la librairie Ombre Blanche, mercredi 29 janvier 2025, à l'occasion de la publication aux éditions du Seuil de Racisme et culture, exploration transnationale. Michel Agier a aussi fait paraître Gérer les indésirables chez Flammarion en 2008, La condition cosmopolite aux éditions La Découverte en 2013 et avec Stéphane Lecourant a co-dirigé le volume Babel, enquête sur la condition migrante en 2022 au Point Édition. Réalisation et mise en onde de la rencontre Radio Radio en partenariat avec Radio Radio Plus et Radio Terre. Věřím vám ve všem, nemusím se bát. Jen, že by vaše srdce mohlo snad chřadnout a časem potrápit se zcela. Miláčku drahý, když nemáš tak rád, můžeš mě třeba 100 let objímat. Jednou uviděla, věřím,